secondes, ce visage va s'afficher sur votre écran. 5, 4, 3, 2, 1. François Hollande est élu avec 52% selon l'estimation TNS Sopra Group. Et nous allons tout de suite rejoindre Frédéric Agnès qui se trouve rue de Solferino où nous le voyons, la liesse est à son compte. Frédéric. Mais écoutez, l'image se passe presque de commentaires. Vous le voyez, c'est une explosion de joie, des hurlements dans cette rue de Solferino. La journée s'annonçait plutôt calme à La Rochelle, en tout cas bien cadrée. Comme prévu, Ségolène Royal recevait le soutien chaleureux de Cécile Duflot et de Martine Aubry. Paroles d'encouragement dans une campagne difficile. Le rassemblement pour une dynamique de victoire. Mais à midi, coup de théâtre. Est-ce la teneur du document que découvre Ségolène Royal? En tout cas, un tweet est envoyé aux 78 000 abonnés de Valérie Trierweiler, aussitôt relayé dans toutes les rédactions. Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années dans un engagement désintéressé. L'étonnement est d'autant plus grand que la compagne de François Hollande s'engage le jour même où le président de la République apporte son soutien officiel à la candidate. Dans un premier temps, Ségolène Royal ne réagit pas à ce tweet. Olivier Falorni, lui, est évidemment ravi. Je dénonce un appel, c'est un beau message d'amitié personnelle. J'y suis évidemment très sensible dans le contexte que vous connaissez où je suis attaqué de toutes parts, injustement. À Paris, stupeur et un certain flottement, une réunion s'improvise à l'Élysée entre quelques conseillers de François Hollande et le responsable de la communication de Valérie Trierweiler. Personne n'avait été averti. La première dame fait savoir qu'elle assume cette déclaration comme étant la parole d'une femme libre et indépendante. À La Rochelle, une seule ligne de conduite est décidée face aux questions. Il ne faut pas en faire un événement. Ça vous choque ce soutien? Je ne m'exprime pas là-dessus, je dirais chacun dit ce qu'il veut. Moi, ce qui m'importe, c'est la position du président de la République. Je pense exclusivement aux Rochelais, à la bataille que je conduis ici, qui est difficile à cause des divisions. Et voilà, et je pense au projet que j'ai à encourager sur cette circonscription de Charente-Maritime, à mes équipes, aux maires, etc. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Interrogé à la sortie d'un déplacement officiel, François Hollande, lui, a préféré ne pas entendre la question sur cette affaire qui le met indiscutablement dans un certain embarras. C'est la question majeure dans cette affaire. Dominique de Seigne va-t-il accepter de faire un test de paternité? Jusqu'ici, l'homme d'affaires de 68 ans a toujours refusé. Aujourd'hui, il dit réfléchir. En tout cas, même si le tribunal de Versailles lui ordonne une expertise génétique, rien ne l'oblige, dans les faits, à se plier à cette injonction. On ne peut pas aller le chercher entre deux gendarmes et le forcer à se rendre au test. Ça, c'est pas possible. Voici les deux scénarios possibles. Soit Dominique de Seigne accepte et fait le test, soit il refuse, avec les conséquences que cela implique. S'il ne se soumet pas au test, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas reconnu père. Le tribunal pourra tirer les conséquences légales de son refus, l'analyser comme un quasi-aveu de paternité. Une quasi-preuve qui peut être complétée par des témoignages, des SMS fournis par la mère Rachida Dati. L'ancienne garde des Sceaux s'appuie notamment sur des photos publiées par le magazine Voici début 2008, la montrant avec Dominique de Seigne sur une plage de l'île Maurice. Un comble pour Rachida Dati qui s'est juridiquement battue plusieurs fois contre des journaux de la presse People. Si le juge confirme que le PDG du groupe Lucien Barrière est bien le papa de la petite Zora, aujourd'hui âgée de 3 ans et demi, Rachida Dati pourrait réclamer une pension pour l'enfant, une pension qui pourrait être rétroactive depuis la naissance. La tempête menace. On dirait que vous vous en réjouissez d'avance. Je sais m'acclimater. Mais qu'êtes-vous? L'expiation de Gotham?
Ils l'ont tué? Difficile à dire. Qu'est-ce que t'attends? Dis-moi. Il faut que ta punition soit plus dure. Tu crois qu'il va revenir? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous fuyez? Aïn? Il vous menace autant que moi. Je refuse de vous enterrer. J'ai enterré assez de Wen comme cela. Ces gens, vous ne leur devez plus rien. Vous leur avez déjà tout donné. Tout? Pas encore. Ma mère m'a toujours dit de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu. C'est pas une voiture. La nouvelle est tombée en tout début de matinée, juste après l'ouverture des classes. Un homme est arrivé devant un collège juif de Toulouse et il a tiré sur tout ce qu'il avait en face de lui, jusqu'à l'intérieur de l'établissement, avant de prendre la fuite sur un scooter. Jean-Vincent Fournis, Ludovic Brimboeuf et David Madège. Ces jeunes filles effondrées viennent d'échapper de justesse à la fusillade qui s'est produite à quelques centaines de mètres de là. Il est 8h10 ce matin. Un groupe de 5 personnes attend à un point de ramassage scolaire desservant une école juive située non loin d'un collège. Soudain, un homme sur un scooter arrive sur les lieux. Il descend de son deux roues et ouvre le feu. 4 personnes, dont 3 enfants, sont tués. Je suis soulagé d'avoir récupéré mes enfants. Ouais. C'était une forte inquiétude, j'imagine. Très forte inquiétude. Vos enfants, ils ont été témoins de quelque chose? Ils ont vu? Vous avez vu quelque chose? Vous avez entendu les coups de feu? Parler, s'il vous plaît. Oui, moi j'ai entendu. S'il vous plaît. Ils ont entendu les coups de feu, je ne sais pas. Vous avez eu très peur, monsieur, sûrement? Oui, c'est malheureux, c'est un malheur. Tous les enfants de ce collège sont mes enfants. Ce sont mes enfants. En tant que parent, je pense que vous pouvez comprendre. Selon les premiers témoignages, l'homme casqué lors de son acte, donc difficilement identifiable, serait entré à l'intérieur de l'école, muni de 2 armes de poing. Cet homme est descendu de son scooter et alors qu'il se trouvait à l'extérieur de l'établissement, il a tiré sur tout ce qu'il avait en face de lui, enfants ou adultes. Des enfants ont été poursuivis jusqu'à l'intérieur de l'école. Ce midi, une partie des enfants est encore à l'intérieur de l'école où une cellule psychologique a été mise en place. Au-delà de l'insoutenable, la vidéo du crime du dépeceur de Montréal est probablement ce qu'il y a de plus horrible à voir sur Internet en ce moment. Et pourtant, ces images font le tour de la toile de manière exponentielle. Entre intérêt morbide et phénomènes incontrôlables, comment en est-on arrivé là ? Lundi après-midi, la cavale du tueur sadique de Montréal, Luca Rocco Magnotta, prenait fin dans un cybercafé de Berlin après plusieurs jours d'une traque intense menée par les polices du monde entier. 10 jours après le meurtre d'un étudiant chinois à 6000 km de là, à Montréal. Lorsque les policiers l'ont interpellé, il était assis devant cet ordinateur, consultant des sites qui parlaient de lui, et aurait dit « Vous m'avez eu ». Cette arrestation aurait pu mettre un terme au visionnage des images ultra choquantes du crime du tueur fou. Mais bien au contraire, la vidéo avait tout d'abord été postée sur la page Facebook de Luca Rocco Magnotta le 26 mai, recueillant plus de 600 mentions j'aime. On a du mal à y croire. Elle avait finalement été rapidement supprimée, mais le verre était déjà dans le fruit. Pourquoi la fameuse vidéo quadruple est encore meurtre en ligne? en 15 minutes seulement. C'est le temps qu'il a fallu au tueur pour abattre Saad Alili, sa femme, sa belle-mère, ainsi qu'un cycliste français sur cette route forestière de la région d'Annecy. Difficile à ce stade de retracer le déroulé exact des meurtres, mais plus d'1 mois et demi après, les enquêteurs auraient, selon le journal Le Monde, établi les principales étapes de la tuerie de Chevaline. Le 5 septembre vers 15h30,
Saad Halili et sa fille de 7 ans se trouvent à l'extérieur de leur véhicule quand les premiers coups de feu éclatent. Sylvain Mollier, le cycliste français qui arrive en vélo, est également visé. Mais Saad Halili parvient à rejoindre sa voiture. Les traces de pneus relevés au sol font penser aux enquêteurs qu'il a tenté de faire demi-tour pour s'enfuir, mais en vain. Les nombreuses douilles retrouvées éparpillées à différents endroits semblent indiquer que le tueur s'est déplacé pour achever ses victimes. Il aurait vidé plusieurs chargeurs sur les occupants de la voiture ainsi que sur le cycliste. Aucun survivant, sauf une fillette de 4 ans, cachée sous les jambes de sa mère. On est plutôt en présence de quelqu'un pour qui la vie humaine n'a pas une grande valeur et qui est prêt à tuer avec une certaine facilité, mais pas forcément par un professionnel du meurtre qui aurait pu faire ça en utilisant, par exemple, beaucoup moins de coups de feu. Sans doute à court de munitions, l'homme aurait violemment frappé la fillette de 7 ans avant de prendre la fuite. Il est environ 15h45. Brett Martin, un cycliste anglais, arrive sur les lieux et découvre d'abord la fillette. Quand je me suis approché, j'ai évidemment vu qu'elle était grièvement blessée. Elle était couverte de sang. Et d'encore plus près, j'ai vu la voiture dont le moteur tournait et les roues patinaient. Les 2 enfants sont aujourd'hui toujours sous protection en Angleterre en attendant que les enquêteurs trouvent enfin l'assassin de leurs parents. Release. If you're scared, walk away. 'Cause there's no need to feel ashamed. Yeah, we all feel the same. Where's your passion? Where's your fire today? Alright, now. The whole road is looking now. I'm going home now. Jump her away. Speed 725. Showing Felix in a stable descent. And Felix is back to hold safely, the new world record holder. Une séparation. Oh que oui, 10 ans qu'on est ensemble, c'est bon. Et vous lui reprochez quoi exactement? Tout. Moi j'en peux plus là de me sentir bloquée. Je vais être libre, maître. Plus d'engagement. Je vous parle pas du budget. Je paye tout, il en faut toujours plus. Une véritable vache à lait. En plus, j'ai de gros besoins. Illimités. Moi c'est pareil, hein. Toute la journée. Vous savez combien ça me coûte? Mais faites comme moi. Libérez-vous. Forfait mobile illimité Free à 19,99 € par mois sans engagement. Incroyable. À cet instant-là, la famille Zahra n'a aucune raison de s'inquiéter. Lorsqu'elle quitte sa cabine, il est 21h08, 20 minutes avant l'impact. Monsieur Zahra décide alors de filmer presque en continu cette soirée du 13 janvier. La famille quitte l'étage des cabines et décide d'aller dîner. Dans les coursives et dans les ascenseurs, l'ambiance est assez tranquille. Le restaurant a fait le plein ce soir et M. Zahra coupe sa caméra. Lorsqu'il la rallume, le choc a déjà eu lieu. Sur les visages, on commence à lire une certaine inquiétude. Asseyez-vous, c'est mieux. Le personnel recommande d'abord à la famille de s'asseoir. Mais autour d'elle, beaucoup semblent pressés de quitter les lieux. Changement de ton. 2 serveurs apparemment anxieux exigent d'évacuer la salle. Cette fois, on est plus proche de la panique. Monsieur Zahra ne lâche plus sa caméra. Des enfants pleurent et se font entendre de plus en plus. Ne sachant pas où aller, certains rebroussent chemin.
Une fois sur le pont, une femme s'étonne. Elle aperçoit le rivage. Regardez, on voit la côte. On doit être coincé sur le sable. Du coup, l'auteur de ces images veut lui aussi filmer, malgré l'obscurité. L'une de ses filles s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe, papa? Je veux rentrer. Mais on peut voir la côte, il n'y a aucun problème. Regarde Alice, tu ne vois pas la terre? On est arrivé. Non, c'est pas vrai, on n'est pas arrivé. Mais si, il y a du sable. Le bateau s'est arrêté, on arrive. Il est 22h. Une annonce de l'équipage enregistrée par ce vidéaste amateur se veut rassurante. Scène ahurissante, des serveurs, comme si de rien n'était, rangent leurs bouteilles. Depuis une trentaine de minutes déjà, le courant a été coupé. C'est dans l'obscurité que la famille Zara se dirige comme des milliers de passagers vers les points de regroupement. Suspendue au câble et déjà à bord d'un canot de sauvetage, la famille va faire partie des premiers évacués. Il est alors 23h30. Elle va rejoindre le rivage. La fin d'un long calvaire. Le Concordia est enfin derrière. Ce moment-là, ils l'attendaient fébrilement. Tous à la mission de contrôle ont explosé de joie à l'annonce de l'atterrissage du robot Curiosity ce matin sur Mars. Jamais la NASA n'avait envoyé engin aussi sophistiqué sur une autre planète. 10 ans de préparation, un voyage de 8 mois, une descente à haut risque dans l'atmosphère martienne. Curiosity peut partir sur les traces des mystères de la planète rouge. Aujourd'hui, en ce moment même, les roues de Curiosity sont en train de frayer un chemin pour les premiers pas de l'homme sur Mars. Curiosity est désormais sur la planète rouge et va tenter de répondre à cette vieille question de la vie sur Mars. Curiosity sur Mars est cette première image en guise de preuve, la photo d'une de ses roues posées dans le cratère de Gale. D'autres en couleur devraient suivre dans la semaine. Pour en arriver là, 7 minutes d'enfer au dire de la NASA, où tout pouvait arriver. 7 minutes de descente, durant lesquelles l'engin est passé de 21 000 à moins de 3 km/h, parachute géant pour freiner la descente, grue et rétrofusée pour retenir le robot à l'aide de cordes jusqu'au sol. Durant sa mission d'exploration, prévue 2 ans, le robot, alimenté par un générateur nucléaire, va tenter de découvrir si l'environnement martien a pu être propice au développement de la vie microbienne. Et le site de Gale est sa montagne centrale, dont la base contient de l'argile et des sulfates, connus pour se former dans l'eau, est un cadre idéal. Bien plus sophistiqué que ses prédécesseurs, Curiosity s'ajoute à la liste des missions martiennes réussies après Viking 1 et 2, Pathfinder, Spirit et Opportunity ou encore Phoenix en 2008. Mais la quête des Martiens a son coût. Sur 40 missions spatiales envoyées vers la planète rouge, 26 ont échoué, comme en 1999, Climate Orbiter disparu corps et biens en phase d'approche. Et Curiosity, fantastique aventure, est une étape cruciale pour la NASA, victime de coupes budgétaires et de taille dans son programme spatial. Pour le conseiller scientifique de la Maison-Blanche, c'est un sérieux coup de pouce. Si certains ont eu des doutes sur le leadership américain dans l'espace, il y a un morceau de génie américain de la taille d'une voiture d'une tonne qui se trouve sur la surface de Mars en ce moment, exactement. Des centaines de milliers de personnes à travers le monde, en tout cas, ont suivi l'événement, toujours captivés par les mystères de la planète rouge. 5 années de prison, dont 3 ans ferme pour Jérôme Kerviel. La Cour d'appel de Paris confirme le jugement prononcé en première instance en 2010. L'ancien trader comparaissait pour avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros à la Société Générale en 2008, une somme qu'il devra par ailleurs rembourser intégralement.
Dans cette affaire, Jérôme Kerviel dit avoir agi avec l'aval de sa hiérarchie, ce que ses supérieurs ont toujours nié. À plusieurs reprises, la presse française s'était interrogée sur la possibilité qu'un seul homme puisse mettre en jeu des milliards d'euros à l'insu d'autres personnes. Désormais, les responsables de la Société Générale souhaiteraient étudier un remboursement plus réaliste. Son avocat David Kobi avait d'ailleurs à plusieurs reprises accusé la banque d'avoir récupéré 1,7 milliard d'euros grâce à l'aide d'un mécanisme fiscal. Après l'annonce du jugement, Jérôme Kerviel est sorti libre du tribunal. Son avocat étudie la possibilité d'un pourvoi en cassation. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez à nous, mes vaches. Bonjour monsieur. Il faut pas rester là dans le passage, on est en train de charrier aux fumières. Je voulais vous expliquer rapidement notre histoire. Allez, vous libérez le chemin, point barre. Mais nous libérons, monsieur. On voulait simplement baptiser vos vaches, monsieur. Il en est hors de question, c'est clair? Si elles sont baptisées, elles sont dans la foi de Dieu. Elles deviendront mécréantes. Laissez-les entrer dans l'étable de Jésus. Cinéma, parce que ça va pas le faire. Le père Mangel a raison, monsieur. Vous remontez dans votre véhicule et vous foutez le camp. Elles sont nées sur le sol français et elles vont mourir au royaume d'Allah. Je vais vous dire, je suis responsable dans un abattoir. Mais vous avez raison, monsieur. Il y a 30% des taurillons, les Français veulent pas les bouffer. Alors heureusement qu'on a quand même les musulmans pour les manger. Dès tantôt, je mets une main courante à la gendarmerie pour votre cinéma. Et à quel titre, monsieur? D'accord. À quel titre? Et à quel titre vous arrivez dans les fermes pour faire du baptême d'animal? On vous demande. On vous demande le délire, là. Monsieur, on vous le demande. Faut surtout arrêter le délire. Mais ce sont des vaches françaises, monsieur, qui sont... Qu'elles soient françaises ou qu'elles soient allemandes, les vaches, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais monsieur, mais les chrétiens mangent de la viande, monsieur. Oui, mais les taurillons, ils n'en veulent pas, les chrétiens. Alors arrêtez de me raconter du cinéma. Écoutez. Ah, mon Dieu. Dire qu'à 1h30, je suis à la gendarmerie. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Oui, mais c'est sûr que oui. Sors de ce corps, Satan. Sors de ma cour, parce qu'avant qu'il t'arrive, tout à l'heure, tu vas voir que je vais te foutre sur la gueule, ça va faire autre chose. Des charlatans, des guignols. C'est tout ce que vous êtes. Des guignols. Jésus, Marie-Joseph. Non, mais monsieur. Père, calmez-vous.